Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Pour l'affaire de ce soir, direction la Californie, un état côtier des États-Unis réputé pour son dynamisme économique, ses paysages variés et son influence culturelle. La scène initiale de cette affaire se situe à Hillsborough, une ville résidentielle aisée située dans la baie de San Francisco. Et qui dit baie de San Francisco dit forcément clam chowder, en français chaudrée de palourde. Ouais, donc tout de suite, c'est moins sexy. La clam chowder est un plat local, c'est une sorte de soupe crémeuse aux palourdes servie à l'intérieur d'un pain. Ce plat réconfortant est très apprécié et il est souvent associé au quartier touristique de Fisherman's Wharf à San Francisco où il est devenu une spécialité locale incontournable. Hillsborough, là où se passe notre affaire, est une ville connue pour ses grandes demeures et son niveau de vie élevé. Elle abrite principalement des familles aisées et des professionnels influents. La majorité des habitants appartiennent à une classe socio-économique élevée, composée de familles disposant de ressources financières importantes et de professionnels occupant des postes de prestige ou d'influence dans leur secteur respectif, cadres supérieurs, chefs d'entreprise, investisseurs ou professions libérales. La ville offre donc un cadre de vie paisible avec une forte communauté soudée. Avec une population d'environ 11 000 habitants, cette ville n'a pas de centre commercial ou d'activité commerciale majeure, ce qui met l'accent sur la quiétude de ces quartiers résidentiels de luxe. Hillsborough est réputé pour son cadre de vie paisible, donc on y trouve un faible taux de criminalité. Les statistiques indiquent que le taux de criminalité y est nettement inférieur à la moyenne nationale. Par exemple, en 2022, le taux de Hillsborough était de 61, soit environ 4 fois inférieur à la moyenne du pays. Les crimes violents tels que les agressions, les viols ou les meurtres sont particulièrement rares. En 2019, le taux de crimes violents à Hillsborough est inférieur de 88% à la moyenne nationale. Cependant, comme dans de nombreuses communautés, les crimes contre les biens tels que les cambriolages et les vols sont plus fréquents. En 2022, Hillsborough connaît une augmentation de 190% de son taux de criminalité par rapport à 2021, principalement en raison d'une hausse des crimes contre les biens à cette période. Et malgré cette augmentation, Hillsborough reste l'une des villes les plus sûres de la Californie. Les résidents considèrent généralement le centre-ville comme la zone la plus sécurisée, et il est important de noter que les taux de criminalité peuvent fluctuer d'une année à l'autre et que des incidents isolés peuvent parfois survenir même dans des communautés réputées très sûres. C'est dans cette localité huppée que Tiffany Lee et Keith Green, alors en couple, vivent une partie de leur histoire. Tiffany Lee naît le 3 mai 1985 à Beijing, en Chine. Issue d'une famille chinoise très aisée, elle passe une partie de son enfance entre la Chine et les États-Unis. Ses premières années se déroulent principalement à Beijing, où elle est exposée à la culture traditionnelle chinoise, tout en suivant une éducation rigoureuse dans des écoles privées élitistes. Dès son jeune âge, Tiffany effectue des séjours prolongés aux États-Unis, où sa famille possède plusieurs propriétés. Ces séjours sont souvent liés aux affaires familiales et aux opportunités d'investissement, ce qui lui permet de s'immerger dans la culture occidentale et de développer une maîtrise précoce de l'anglais. La famille finit par émigrer en Californie, dans la Silicon Valley, en 1992, et Tiffany devient citoyenne américaine en 2000. Pendant son enfance, Tiffany bénéficie d'une éducation axée sur l'excellence. Elle pratique le piano et la danse classique, discipline très prisée dans les milieux aisés chinois. Enfant unique, elle est souvent décrite comme disciplinée, ambitieuse, elle suit un parcours structuré par ses parents pour assurer son succès futur à travers la reprise de l'entreprise familiale. Tiffany participe également à des compétitions académiques et culturelles, reflétant les attentes élevées de sa famille. Tiffany fait ses études dans des établissements prestigieux aux États-Unis, notamment dans des écoles privées de Californie. Elle obtient un master en business à l'université de San Francisco. Tiffany est connue pour son aptitude à évoluer dans des cercles sociaux influents. Elle n'est pas encore directement impliquée dans les affaires familiales, mais elle gère déjà certains aspects de leur propriété immobilière en Californie. La richesse de la famille Lee trouve ses racines dans l'immobilier, avec des investissements majeurs en Chine et aussi aux États-Unis. En Chine, ils possèdent des complexes résidentiels et des immeubles commerciaux dans des zones urbaines stratégiques. Ils possèdent même tout un gratte-ciel à Beijing. Aux États-Unis, leurs propriétés incluent des résidences luxueuses dans des quartiers prisés comme Hillsborough et aussi Beverly Hills.
D'après certains documents judiciaires, la famille détient même des propriétés, entre autres dans les îles Caïmans et les îles des Caraïbes. En plus de l'immobilier, la famille diversifie ses investissements dans des secteurs stratégiques tels que les technologies émergentes et le commerce international. Bien que peu de détails spécifiques soient publiquement disponibles, il est connu que ces investissements se concentrent sur des secteurs à fort potentiel de croissance. Ces différentes activités contribuent au patrimoine de la famille qu'on estime à plusieurs centaines de millions de dollars. En parallèle, leur engagement dans le commerce international comprend des partenariats avec des entreprises asiatiques et américaines pour l'import-export de biens de consommation et de matériel électronique, ainsi que des parts dans des compagnies maritimes et logistiques. Tiffany porte un fort attachement à ses racines chinoises, ses parents maintiennent des liens étroits avec leur pays d'origine, ce qui leur permet de tirer parti d'opportunités économiques en Chine, tout en bénéficiant des avantages de résider aux États-Unis. Cette double appartenance culturelle joue un rôle clé dans l'identité de Tiffany et dans les attentes élevées que sa famille place en elle. Keith Green, en contraste, provient d'un milieu beaucoup plus modeste. Il naît le 19 juillet 1989 et il grandit dans un quartier ouvrier de San Mateo, en Californie. Élevé principalement par sa mère Colleen après le divorce de ses parents alors qu'il est encore petit, il se distingue comme un athlète populaire au lycée et notamment en tant que joueur de football américain. Au lycée à Aragon, il excelle particulièrement en tant que quarterback, il mène son équipe à une saison invaincue et à une victoire en play-off en 2005. Ses talents lui valent même une demi-bourse pour l'Eastern Washington University, et en plus du football, Keith pratique le baseball, le basketball, le tennis, témoignant de sa polyvalence athlétique. Son ancien entraîneur de football souligne son caractère populaire et drôle, reflétant l'estime de ses pairs et de sa communauté. Keith est connu pour son charme et son enthousiasme. Il est décrit comme une personne très sociable, très aimée de ses proches. Malgré ses succès sportifs, il rencontre des difficultés académiques et aussi juridiques. Après avoir quitté l'université prématurément, il fait face à des problèmes avec la justice, notamment une affaire de fraude impliquant des cartes cadeaux Macy's alors qu'il est mineur. Macy's, pour information, c'est une enseigne un peu à l'image des Galeries Lafayette en France. Keith alterne alors entre des périodes pendant lesquelles il travaille en intérim et des périodes de chômage. Mais une personne va tout changer dans la vie du jeune homme. Il fait la rencontre de Tiffany en 2009, dans la région de la baie de San Francisco. Ils tombent amoureux, ils se mettent en couple, et en 2010, ils décident d'emménager ensemble dans une résidence luxueuse à Hillsborough. C'est une propriété qui appartient à la famille. En réalité, c'est la mère de Tiffany qui fait ce cadeau à sa fille. Cette cohabitation va marquer le début d'une vie commune au sein d'un environnement très privilégié pour le couple. Leur union est couronnée par la naissance de 2 filles, l'aînée, Viviane, qui naît en 2012, et la cadette, Nia, qui naît en 2014. Keith et Tiffany semblent alors former une famille unie. Ils partagent leur temps entre les responsabilités parentales et des activités sociales propres à leur statut. Pour Keith, ce chamboulement est énorme. Il passe d'une vie professionnelle très instable à la vie de château. Le couple possède plusieurs voitures de luxe, ils ont un chauffeur privé, une nounou, du personnel d'entretien, parce que faire le ménage dans un palace, c'est pas de tout repos. La valeur de cette maison est estimée à 7 millions de dollars. Comme tu le sais sûrement, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, il y contribue quand même grandement. Assez rapidement, Keith et Tiffany se rendent compte de leur incompatibilité et de fortes tensions apparaissent au sein du couple. Grâce à la fortune de la famille de sa compagne, Keith saisit cette opportunité pour reprendre ses études. Il s'inscrit à la prestigieuse école culinaire française, le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu, c'est un institut culinaire français qui a des écoles un peu partout, à l'international, pas qu'en France. Keith est étudiant dans l'un des instituts Cordon Bleu qui se trouve à Pasadena, en Californie, et son cursus doit prendre fin en septembre 2016, quand il passera ses derniers examens pour obtenir son diplôme. Accessoirement, l'inscription au Cordon Bleu s'est pas donnée, une année coûte 40 000 $, et c'est Tiffany qui se charge de cette facture. Malgré cette belle opportunité de carrière, malgré la vie de château, malgré leurs 2 enfants qu'ils aiment plus que tout, le couple bat de l'aile, à tel point qu'ils décident de se séparer en octobre 2015, après environ 6 ans de vie commune. Leur séparation est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord des tensions financières. Il y a un énorme déséquilibre entre Tiffany, la richissime héritière, et Keith, star déchu du football américain, issu d'un milieu ouvrier. Elle dispose de ressources financières considérables. Lui est perçu comme un profiteur intéressé par la richesse de Tiffany plus que par leur relation. Tiffany elle-même aurait utilisé le mot profiteur pour décrire son compagnon auprès de son entourage. Et la mère de Tiffany l'aurait
appelé trou noir parce qu'il dépense l'argent de la famille et en plus il boit beaucoup d'alcool et il fume beaucoup d'herbes thérapeutiques. Après la séparation, des désaccords émergent concernant la garde des filles. Chaque partie cherche à protéger ses intérêts économiques tout en assurant le bien-être des enfants. Il y a aussi des allégations qui suggèrent que Keith aurait menacé de divulguer des informations compromettantes à propos de Tiffany, potentiellement dans le but d'obtenir un plus grand soutien financier de sa part ou des avantages dans la garde des filles. Ces accusations approfondissent le fossé entre eux, ce qui rendra toute réconciliation difficile. Et il est possible que ces allégations concernent une infidélité de la part de Tiffany, ou alors c'est cette infidélité présumée qui est une cause à part entière de la rupture. Et en effet, Tiffany entame une relation avec Kaveh Bayat, un homme qui réside lui aussi dans la région de la baie de San Francisco. Officiellement, la relation entre Tiffany et ce nouvel homme débute après la rupture avec Keith, mais d'après certaines sources, cette relation commence avant, alors que la jeune femme est toujours en couple avec le père de ses filles. Keith le découvre, ce qui amène encore plus de tension au sein du couple Tiffany-Keith, et ça va éventuellement mener à leur séparation. Keith va quitter le domicile familial, il s'installe chez une amie, Kaveh le remplace dans cette maison luxueuse qu'il va maintenant partager avec Tiffany et ses deux filles. Et puisque Keith et Tiffany ont des enfants, le contact est maintenu, mais ça se passe très mal. Les disputes s'enchaînent, ils s'insultent même parfois, que ce soit par téléphone ou par SMS. Tiffany accuse Keith de vouloir lui soutirer de l'argent pour maintenir un style de vie auquel il s'est habitué, et en effet, la situation de Keith est maintenant si précaire qu'il envisage de quitter la Californie pour aller vivre avec sa grand-mère. Mais pour le moment, Keith emménage chez une amie, Angela, le temps que sa situation se stabilise et qu'il trouve une meilleure solution. Il ne veut pas s'éloigner de ses filles, il tient à faire partie de leur vie et il se bat même pour obtenir au moins une garde alternée. Il se bat corps et âme pour rester près de ses filles. Le 28 avril 2016, Keith, alors âgé de 27 ans, retrouve Tiffany, son ex, mère de ses deux enfants, au restaurant Millbrae Pancake House à Millbrae. Ils se retrouvent vers 21h ce jour-là pour discuter de la garde des filles et aussi de questions financières. Keith va demander à ce que Tiffany lui verse une pension alimentaire de 4 000 $ par mois, qu'elle lui donne un des véhicules qu'elle possède, une BMW, et qu'elle lui donne aussi une certaine somme d'argent qu'il puisse acheter des meubles pour un nouvel appartement, quand il en aura trouvé un. Ce qu'il veut surtout, c'est garder un style de vie plutôt proche, ou en tout cas pas trop éloigné de celui de Tiffany, mais c'est surtout pour les filles, pour pas qu'elles ne passent d'un château à un minuscule appartement et pas assez d'argent pour des sorties, etc. avec papa. Cette discussion au restaurant de Pancakes dure à peu près 1 heure et elle se termine avec Tiffany qui retourne à son domicile. Sauf que Keith, lui, il ne rentrera jamais chez lui. Le lendemain matin, donc le vendredi 29 avril, aux environs de 10h, un randonneur découvre un téléphone portable abandonné. Il le signale aux autorités et rapidement, on découvre que ce téléphone appartient à Keith. Que faisait-il au Golden Gate Park à San Francisco alors que la veille, il était à environ 30 minutes de route de là, à Millbrae? Une enquête commence pour élucider le mystère de la disparition de Keith. Des flyers sont placardés un peu partout dans le secteur. Il a été vu pour la dernière fois en compagnie de Tiffany au restaurant de Pancake à Millbrae. Il portait un pantalon de survêtement noir, une veste blanche aux manches vertes avec fermeture éclair. Il a beaucoup de tatouages sur le corps, Martin Luther King sur un mollet, Malcolm X sur l'autre. Ça permettra une identification plus facile et plus rapide. Les recherches commencent immédiatement et environ 2 semaines plus tard, le 11 mai, le corps de Keith est découvert dans une zone boisée isolée près de Healdsburg, dans le comté de Sonoma, à environ 130 km du lieu de sa disparition. C'est un passant qui fait cette macabre découverte, alerté par une odeur inhabituelle. Le corps de Keith est en état de décomposition avancée, ce qui rend difficile son identification initiale. Ses effets personnels, ses tatouages distinctifs et son dossier médical permettent de confirmer qu'il s'agit de Keith Green. L'examen médico-légal permet de déterminer que Keith est décédé des suites d'une blessure par balle à la tête, indiquant une mort violente et surtout par homicide. Le corps présente un état de décomposition avancé, cohérent avec une exposition aux éléments pendant environ 2 semaines. Ça correspond à la période écoulée depuis sa disparition, le 28 avril 2016. Malgré des recherches approfondies, l'arme utilisée pour commettre le meurtre n'est pas retrouvée sur les lieux de la découverte du corps, ni ailleurs, ce qui complique davantage l'enquête. Ces conclusions orientent l'investigation vers une mort par homicide, et les enquêteurs concluent également que Keith a été tué ailleurs avant que son corps ne soit transporté
et abandonnée dans cet endroit reculé. Dans les jours qui suivent la disparition de Keith, il est important de noter que Tiffany, au début, elle croit à un stratagème de sa part pour lui soutirer encore plus d'argent. Elle essaie de le contacter, mais ses appels et SMS restent sans réponse. Une semaine plus tard, elle commence à réellement s'inquiéter à son tour, et il s'agit quand même du père de ses enfants. Elle envoie alors un email au bureau du shérif du comté, elle cherche à avoir des informations complémentaires, et elle veut surtout aider. C'est elle qui propose de distribuer des flyers pour retrouver Keith. La même journée, Tiffany envoie un SMS à Colleen, la mère de Keith, et ce qu'elle dit dans ce message est assez troublant. Bonjour Colleen, je sais que tu ne veux pas me parler, tu penses que j'ai un lien avec la disparition de Keith. Je voulais juste te dire que je suis très inquiète, moi aussi. Dès le lendemain, donc le 4 mai, Tiffany est convoquée au commissariat pour répondre à quelques questions. Elle est honnête sur les difficultés entre elle et le père de ses enfants, l'argent, la garde, et étrangement, la question qu'on lui pose ensuite ne va absolument pas la troubler. Un des détectives demande à Tiffany pourquoi le téléphone de Keith semble parcourir exactement le même trajet qu'elle après qu'ils se soient quittés au restaurant de Pancake. S'ils le savent, c'est bien sûr grâce aux données GPS du téléphone de Keith qui le placent soit dans le véhicule de Tiffany quand elle rentre chez elle, soit dans un véhicule qui la suit de tellement près que le trajet est complètement identique. Et Tiffany, elle reste plutôt calme. Elle se défend en disant tout simplement que Keith n'est pas avec elle sur son trajet de retour chez elle. Ils se sont quittés au restaurant après une discussion qui a duré 1 heure, une discussion sans incident. Et elle ne sait pas où il s'est rendu après ça. Mais les données de localisation ne mentent pas. Et la découverte d'un élément clé va permettre aux enquêteurs de faire la lumière sur un complot sournois prémédité depuis des mois. Tiffany est clairement une personne d'intérêt dans le meurtre de Keith. On se penche sur ses agissements, sur ses déplacements et aussi sur ses relations. On découvre l'infidélité avec KV qui a précipité la rupture avec Keith. Un message que Tiffany envoie à son nouveau compagnon va tout de suite pousser les enquêteurs à croire que le couple Tiffany-KV est derrière un plan machiavélique. Tout ce qu'il veut, c'est ton argent, écrit KV à Tiffany dans un SMS. Les enfants, il s'en fout, c'est un vrai serpent. Et Tiffany répond « Ok ». Feu vert. Dans le cadre de cette enquête pour homicide, une autre personne va vite apparaître comme un suspect potentiel. Et pour avoir les détails de sa possible implication, on procède à l'arrestation d'Olivier Adela, un ami et garde du corps de Tiffany et KV. Olivier est un garde du corps professionnel, ancien combattant de MMA, connu pour sa carrure imposante et ses compétences physiques. Olivier est originaire de la Côte d'Ivoire, il sert quelques années dans l'armée française, dans la Légion étrangère, ensuite il émigre aux États-Unis et, tout comme Tiffany, il finit par être naturalisé citoyen américain. Il continue de pratiquer les arts martiaux et il crée une société de transport en limousine. C'est dans ce cadre qu'il fait la rencontre de la richissime Tiffany et son nouveau copain KV. Le couple embauche Olivier, d'abord comme coach privé de MMA pour KV, et ensuite comme garde du corps pour le couple. Pourquoi? De quoi ils ont peur? C'est une excellente question. Quand Olivier est arrêté et interrogé dans le cadre de l'enquête, ce qu'il va révéler aux détectives va permettre de confirmer les soupçons des enquêteurs. C'est bien Tiffany et KV qui sont responsables de la mort préméditée de Keith. Olivier avoue que le soir de la rencontre entre Keith et Tiffany au restaurant de Pancake, Tiffany ne s'y rend pas seule. Olivier les suit de près dans sa voiture à lui. Et en réalité, Keith va bien suivre Tiffany à son retour chez elle. C'est pas juste son téléphone qui effectue le même trajet. Keith monte dans le véhicule de Tiffany, accessoirement la BMW qu'il voulait qu'elle lui donne, et cet élément, on s'en souvient, est confirmé par les données GPS. Olivier est derrière la BMW dans son véhicule à lui, il les suit de près, probablement sans être aperçu par Keith, et ce sera confirmé par des images de vidéosurveillance de la ville où on aperçoit la voiture d'Olivier. En route, les deux véhicules se séparent, Tiffany se dirige chez elle et Olivier rentre chez lui. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi il les a suivis, mais bref. Tiffany se rend à son domicile de Hillsborough et d'après Olivier, c'est là que Keith est abattu par KV avec une arme de calibre 9 mm dans le garage. La police découvrira en effet du sang dans le garage et dans un des véhicules du couple, sang qui appartient à Keith. Son corps est ensuite placé à l'avant du véhicule de Tiffany, elle se rend chez Olivier, puisqu'en chemin ils se séparent et Olivier retourne chez lui, et c'est au domicile d'Olivier que KV et Tiffany vont
refiler le corps à Olivier, il lui demande de s'en débarrasser pour eux. Après tout ce que le couple a fait pour Olivier, tout l'argent qu'il lui donne généreusement, en plus du généreux salaire pour le coaching MMA et puis pour être leur garde du corps, et ben c'est la moindre des choses. En tout cas, c'est ce qu'ils considèrent, c'est ce qu'ils estiment. Olivier s'exécute et c'est lui qui transporte le corps de Keith jusqu'à la zone boisée à Healdsburg, où il sera retrouvé par un passant 2 semaines plus tard. Alors certes, Olivier il n'est pas témoin du meurtre, il n'est pas présent au domicile de Tiffany quand Keith est abattu, mais il avoue que c'est bien lui qui se débarrasse du corps. Et pendant son interrogatoire, Olivier va même faire plus. Il confirme que l'acte est prémédité depuis des mois. En février, quand il est invité au domicile du couple, déjà il précise qu'en entrant, on le fouille et on lui retire son téléphone portable au cas où quelqu'un écouterait. Et là, Tiffany et Cavey lui demandent de tuer Keith. Olivier veut bien aller lui mettre un coup de pression, lui faire peur, mais le tuer, c'est hors de question, malgré la très grosse somme que Tiffany va proposer à Olivier. Au mois d'avril, quand Tiffany et Cavey décident de commettre le meurtre eux-mêmes, ils impliquent quand même Olivier pour au moins se débarrasser du corps. L'enquête révélera en effet du sang appartenant à Keith dans le coffre de la voiture d'Olivier. C'est là qu'il l'a mis pour aller se débarrasser du corps. Le 26 mai 2016, Tiffany Lee est officiellement arrêtée et inculpée pour le meurtre de Keith Green. Son nouveau compagnon, Kaveh Bayat, est également appréhendé et Olivier Adela, il est déjà incarcéré. Lors de son inculpation, Tiffany clame son innocence. Elle affirme que, bien qu'elle retrouve Keith le soir de sa disparition, elle ne joue aucun rôle dans les événements qui conduisent à sa mort. Ses avocats déclarent que les accusations portées contre elle sont basées sur des preuves insuffisantes et que les liens familiaux de Tiffany avec la Chine ont suscité un biais injuste contre elle dans l'enquête. Peu après son arrestation, le juge fixe une caution record de 35 millions de dollars, l'une des plus élevées jamais enregistrées aux États-Unis. Cette somme astronomique est due à plusieurs facteurs. D'abord, on a un risque potentiel de fuite. Tiffany dispose de liens financiers et familiaux significatifs en Chine, son pays d'origine. Étant issue d'une famille extrêmement riche, elle a la possibilité logistique et financière de quitter les États-Unis pour se réfugier dans un autre pays où l'extradition pourrait être complexe, voire impossible. Autre facteur, la gravité des accusations portées contre Tiffany. Elle est quand même accusée de meurtre au premier degré en plus, un crime particulièrement grave. Le juge considère que la nature des accusations nécessite une caution suffisamment dissuasive pour garantir sa présence à son procès. Mais la famille Tiffany va mobiliser les fonds rapidement. En raison des règles de la Californie, la caution peut être payée à hauteur de 10% en numéraire, soit 3,5 millions de dollars, et le reste en biens immobiliers. La famille met donc en garantie plusieurs propriétés luxueuses qu'il possède en Californie et aussi à l'étranger. Le 8 juin 2016, Tiffany est libérée sous caution, ce qui va provoquer une vive réaction publique. Surtout que acolyte numéro 1, Kaveh, et acolyte numéro 2, Olivier, sont toujours derrière les barreaux en attente de leur procès. Beaucoup voient la libération de Tiffany comme une illustration des inégalités du système judiciaire où les personnes fortunées peuvent éviter la détention grâce à leurs ressources financières. Mais en même temps, c'est tout le principe d'une caution. Si tu peux la payer et sortir, tu la payes et tu sors. Le procès de Tiffany débute en septembre 2019 au tribunal supérieur du comté de San Mateo, avec des enjeux cruciaux pour toutes les parties concernées. Pour les procureurs, il s'agit de prouver la culpabilité de Tiffany dans un crime complexe, basé principalement sur des preuves circonstancielles, et pour la défense, le but est de démontrer l'absence de preuves directes liant Tiffany au meurtre, en insistant sur des erreurs procédurales. Et pour la famille de la victime, la famille de Keith, il faut obtenir justice pour un père de famille dont la vie a été tragiquement écourtée. Septembre 2019, ouverture du procès. Les procureurs décrivent Tiffany comme la figure centrale d'un complot visant à se débarrasser de Keith Green pour des raisons financières mais aussi personnelles. On expose des messages incriminants entre Tiffany, Kaveh et Olivier, et notamment le OK, feu vert, qu'elle envoie à Kaveh le soir de la disparition de Keith. Nous présenterons des éléments montrant que Tiffany Lee avait tout à gagner à voir Keith hors de sa vie, déclare un des procureurs. Octobre 2019, présentation des preuves. Les procureurs montrent des enregistrements de communication entre les accusés avant et après la disparition de Keith. Des experts témoignent et affirment que ces messages révèlent une planification orchestrée. Mais pourtant, on n'a aucune preuve ADN ni aucune trace directe qui lie Tiffany
au lieu du meurtre. D'après le témoignage d'un expert en informatique, les données téléphoniques montrent que Tiffany et Cavey sont en contact régulier le soir de la disparition. À la mi-octobre 2019, on a le témoignage clé d'Olivier Adela, donc il est témoin coopérant. Il admet avoir transporté le corps de Keith, mais il insiste sur le fait qu'il a agi sous pression. Et surtout, il refuse d'incriminer directement Tiffany. J'ai été impliqué sans avoir le choix, dit Olivier, je n'étais pas au courant de ce qui se passait avant. Olivier n'est pas un témoin direct du meurtre. De son côté, la défense présente des arguments sur le manque de preuves matérielles. Aucune arme de crime, aucune empreinte digitale incriminante. Les procureurs ne peuvent présenter que des suppositions, déclarent les avocats de Tiffany. La justice exige des preuves concrètes, pas des hypothèses. Fin de citation. À la fin du mois d'octobre 2019, lors des contre-interrogatoires, les avocats de Tiffany mettent en lumière des incohérences dans le témoignage d'Olivier. Et en effet, le détecteur de mensonges révèle qu'il ne dit pas la vérité au sujet du meurtre. Est-ce qu'il a vraiment bifurqué pour aller chez lui après la rencontre au restaurant de Pancake? Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens qu'Olivier suive Tiffany au resto et qu'il reparte en la suivant de près pour faire seulement une partie du trajet. Et puis on retrouve aussi des éléments incriminants au domicile d'Olivier. Une très grosse somme d'argent en espèces, apparemment plus de 30 000 $, et surtout une montre de luxe qui appartenait à la victime. Olivier passe un accord avec le bureau du procureur en échange de son témoignage contre Tiffany et Cavey, et ça évitera que les deux parties se tirent dans les pattes. Il vaut mieux parfois s'attaquer à une seule des parties, donc les procureurs estiment qu'ils ont plus à gagner avec cet accord. Toutes les charges à l'encontre d'Olivier Adela seront abandonnées. Il est libéré. Et là, il va se passer une chose assez extraordinaire. À peine pied dehors, il est arrêté par des agents de l'immigration américaine. Dénoncé par son épouse, les services d'immigration découvrent qu'Olivier Adela s'appelle en réalité Mustapha Traoré. Depuis 20 ans maintenant, il vit sous une identité volée. Il est donc arrêté pour fraude au passeport et il est à nouveau incarcéré pour un nouveau procès qui n'a absolument rien à voir avec le meurtre de Keith Green. Pendant ce nouveau procès, Mustapha, Olivier, raconte son histoire et ce qui l'a amené à voler l'identité d'un Français pour s'expatrier aux États-Unis. En larmes, il raconte au juge que la cicatrice qu'il a au visage, c'est parce qu'à l'âge de 9 ans seulement, il est poignardé au niveau de la bouche parce qu'il essaie de protéger sa mère de viols répétés par des soldats au Libéria. Il échappe à 2 guerres en Afrique, d'abord au Libéria, puis en Côte d'Ivoire, où sa famille avait tenté de se réfugier. Toute ma vie, j'ai tenté d'échapper à ces souvenirs effroyables, explique Mustapha au juge. Je ne cherche pas à vous faire pitié, je désire seulement être un bon père pour mon fils. Bien que le juge estime que Mustapha/Olivier pourrait continuer à commettre des crimes, il le condamne à seulement 6 mois de détention pour la fraude et il espère ne jamais l'avoir de nouveau en face de lui, pour reprendre les mots exacts du juge. On revient maintenant à l'autre procès, celui de Tiffany et Cavey. Ils sont jugés ensemble dans un même procès pour le meurtre de Keith. La défense souligne que la relation Tiffany avec Keith, bien que émotionnellement tendue, ne fournit pas de mobile suffisant pour un meurtre. Alors certes, la parenthèse Olivier/Mustapha est fermée, mais d'après certaines rumeurs, Tiffany et Cavey essaient de soudoyer des témoins pour affirmer que c'est Olivier, Mustapha, qui est derrière le meurtre. Le couple essaie de faire témoigner un codétenu d'Olivier pour qu'il fasse croire qu'Olivier a avoué avoir appuyé sur la détente. Malheureusement, il n'y a aucune preuve concrète à ce sujet, donc pas de poursuite possible pour subornation de témoins. Du côté des procureurs, les seules preuves qui sont présentées sont quelques gouttes de sang dans la voiture de Tiffany, ce qui n'est clairement pas assez pour prouver un homicide. On a également des résidus de poudre retrouvés dans le garage, l'endroit où, d'après Olivier/Mustapha, le meurtre aurait eu lieu, mais encore une fois, ça ne prouve pas que c'est une scène de crime. Le jury commence à montrer des signes d'indécision, influencés par des doutes raisonnables soulevés par la défense. Le 15 novembre 2019, après plusieurs semaines de délibération, le jury rend son verdict, Tiffany Lee est acquittée de toutes les charges à son encontre. Bien que les preuves circonstancielles soient très fortes, le jury estime qu'elles ne suffisent pas à établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Dans ce tribunal, dit le juge, nous exigeons des preuves au-delà de tout doute raisonnable. L'émotion seule ne peut pas dicter un verdict. Tiffany est libérée et presque immédiatement, elle quitte les États-Unis avec ses 2 filles, direction la Chine. Cavey, son compagnon, bénéficie également d'une annulation de procès. Enfin, il n'est pas acquitté, lui, c'est un procès qui est carrément annulé. Le jury n'arrive pas à se mettre d'accord sur un verdict unanime. Les procureurs choisissent finalement de ne pas le rejuger, parce qu'on aurait pu redemander un procès.
I am en état de choquance totale. Je sais pas si tu saisis l'ampleur de cette affaire. On a le mec qui se débarrasse du corps, qui bénéficie d'un accord, donc zéro charge à son encontre, un nouveau compagnon qui a probablement appuyé sur la détente, qui bénéficie de carrément une annulation de procès, parce que le jury n'est pas d'accord, et on a surtout la richissime héritière, tête pensante de ce complot, qui est acquittée par manque de preuves. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comme tu peux l'imaginer, je ne suis pas la seule à être en choquance. L'acquittement de Tiffany suscite une controverse nationale. Beaucoup critiquent le système judiciaire américain, affirmant que la richesse et les privilèges de Tiffany ont joué un rôle décisif dans l'issue de son procès. D'autres soulignent que le verdict met en évidence la faiblesse des preuves présentées par l'accusation. En même temps, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Malgré son acquittement, Tiffany sera confrontée à une poursuite civile intentée par la famille de Keith. Colleen, la mère de la victime, intente un procès dans lequel elle demande plusieurs choses. Déjà, elle demande un petit 100 000 balles pour elle, mais surtout, elle demande à ce que les filles obtiennent de l'argent à leur majorité, ce qui leur permettrait de ne pas être sous le contrôle de leur mère. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose de la part de la grand-mère de Viviane et Nia. En 2022, les deux parties se mettent d'accord. Finalement, c'est la somme de 150 000 $ qui sera versée à Colleen. Et si j'ai bien compris, les 50 000 $ en plus, il y a des frais de gestion. Viviane et Nia, les filles de Tiffany et Keith, elles obtiendront chacune 5 millions de dollars à leur majorité. Tiffany, comme je le disais plus tôt, elle réside maintenant en Chine. Alors attention, elle n'est pas en fuite, hein, elle a été acquittée. On sait juste qu'elle estime avoir été victime de haine raciste, Asian hate, comme ils disent aux États-Unis, donc haine raciale envers les Asiatiques. Elle se sent mieux dans son pays d'origine, et elle y réside maintenant avec ses deux filles. Et je me suis posé la question de savoir ce qu'elle disait par rapport à la mort de Keith. Elle dit que c'est pas elle, ok, c'est quoi sa théorie? Au procès, ses avocats soutiennent une théorie qui pourrait tenir la route. Un kidnapping qui tourne mal. Mais qui pourrait vouloir kidnapper Keith? Quelqu'un qui le pense très riche, c'est possible, mais la riche héritière qu'on aurait plutôt intérêt à kidnapper pour une belle rançon, c'est plutôt elle, en réalité. L'acquittement de Tiffany s'ajoute à une liste d'affaires controversées où des accusés fortunés ont échappé à la condamnation faute de preuves suffisantes. Parmi elles, l'affaire O.J. Simpson en 1995. O.J. est acquitté malgré des preuves circonstancielles et même des preuves ADN. Cette affaire reste un cas emblématique des limites du système judiciaire américain. On peut également citer l'affaire Casey Anthony en 2011. Accusée du meurtre de sa fille, Kelly, Casey Anthony est acquittée en raison du manque de preuves directes, malgré des éléments troublants tels que son comportement après la disparition de sa fille. Et pour mentionner une affaire moins connue, on a aussi l'affaire Robert Dust en 2003. Robert est acquitté pour le meurtre de son voisin alors qu'il admet avoir démembré le corps. Encore une fois, faute de preuves directes liant ses actions à l'intention criminelle, le mec est acquitté. Tu te rends compte de dire « je l'ai démembré », mais tu vas pas en prison. L'affaire Tiffany Lee illustre les défis auxquels le système judiciaire est confronté lorsqu'il s'agit de concilier richesse, influence et justice. Si son acquittement marque la fin d'une procédure pénale, les blessures laissées par cette affaire continuent de résonner, notamment pour la famille de Keith Green. Ça faisait longtemps, donc petit random item review ce soir, ce matin, cet après-midi. Moi qui adore lire, je sais pas si j'ai déjà parlé de bouquins par le passé, j'ai sûrement dû le faire, ça fait un moment, donc voilà, je te recommande la lecture de ce livre, Le prix à payer, qui a été écrit par Aïcha Mounir. Alors, je demanderai quand même du respect dans les commentaires, parce que s'il y a des personnes qui savent de quoi il s'agit, voilà. Mais bon, après, en général, ça se passe bien dans mes commentaires. Je te lis un post Instagram en espérant que ça te donnera envie de le lire. Donc c'est un post Instagram de l'auteur. Je m'appelle Aïcha Mounir, aujourd'hui j'ai 38 ans, et j'ai vécu 10 ans d'inceste de la part de mon père imam. Alors ce post il a été fait le jour de son anniversaire, et c'était il y a à peu près 2 semaines. Je te laisse aller le voir sur Instagram, tu verras les commentaires, c'est... Quelque part, c'est bien parce que bon, tout ce qui est tabou tabou et omerta autour de violences sexuelles, que ce soit des viols, que ce soit de l'inceste, c'est voilà, c'est très très grave ce qui se passe. Avec l'affaire Pellico, ça a aussi réveillé plein de choses chez nous en France. Je trouve que c'est quelque chose qui est suffisamment grave pour que j'en parle moi aujourd'hui sur ma chaîne. On est dans un pays qui ne fait mais tellement rien quand il est question de violences sexuelles, que ce soit que ce soit de l'inceste. Donc voilà, je tiens à en parler. Ce livre, c'est pas seulement une femme qui raconte son histoire, c'est une femme qui raconte son passé, les horreurs de son passé, mais qui raconte surtout comment elle a
bah, dépasser ça. C'est un très beau livre que vraiment je recommande. Pour le commander, il faut aller sur le compte Instagram de Aïcha Mounir. Alors sur Instagram, c'est, je crois que c'est Aïcha BSNMNR. Donc je te mets un lien, je te mets un lien vers son compte Instagram dans ma barre de description, en commentaire épinglé, pour que tu ailles le commander. Vraiment une lecture bouleversante, mais, euh, mais dans le bon sens, dans le bon sens. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.